la vidéo, elle va vous permettre de créer des audiences, des personnes vraiment intéressées. Parce que LinkedIn peut très bien traquer le temps qu'une personne passe sur la vidéo. En haut de funnel, vidéo et rien d'autre. Au moment où je suis arrivée, du coup, il y avait moins de personnes encore. Enfin, c'était encore les débuts. Il y avait Carla qui était arrivée au même moment que moi Oui. et petit à petit, la boîte a grandi. Et comment vous avez fait pour gérer une boîte qui grandit avec de nouvelles personnes? Honnêtement, c'est je pense qu'il faut savoir parler de ses échecs. Et moi, je le vois un peu comme un échec, la façon dont on a géré ça. Mais une pub, c'est intrusif, même sur les réseaux. Donc si votre créa, elle est banale, elle n'est pas réfléchie, vous pensez vraiment que quelqu'un qui ne vous connaît pas va vous donner du temps ou de l'importance. Donc pour remettre un peu de contexte, il y a 8 ans maintenant, ma petite sœur Emma, alors âgée de 11 ans, avait une myocardiopathie. Il s'avère qu'elle a fait un malaise cardiaque, elle est décédée. On était là, mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver, tu vois ? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Pilot. Du coup, le concept de l'émission, pour ceux qui découvriraient aujourd'hui, c'est de vous donner des bonnes pratiques marketing, mais aussi d'axer sur le parcours des invités. Et aujourd'hui, je reçois Victor Linder, le co-founder de Behind the Skills. Voilà, depuis le temps qu'on travaille ensemble, je te reçois ici dans l'émission sur mon canapé. C'était la moindre des choses qu'on se fasse un petit podcast tous les deux. Merci pour l'invite, MF. Trop content d'être là sur le canapé. Il y a à manger, à boire, j'ai trop hâte. Et t'as pas eu de chance là, la petite guêpe là, la piqûre de guêpe juste avant le tournage. Je me suis fait attaquer par une guêpe alors que j'étais en moto, mais c'est trop tôt pour en parler. Je peux pas t'en dire plus. Du coup, Victor, je te laisse te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore. Carrément. Donc Victor Linder, cofondateur de Behind the Skills, comme tu l'as dit. Nous, on a la chance de bosser ensemble depuis 3 ans. 2 ans et demi, 2 ans et demi exactement. Behind the Skills, aujourd'hui, c'est une agence de production vidéo. C'est bizarre de te le pitcher à toi. Je vais regarder là-bas parce que toi, tu me regardes comme ça en mode ouais, je sais gros. Behind the Skills, agence de production vidéo. On a accompagné plus de 300 boîtes dans leur création de contenu vidéo pour leur stratégie marketing. Et puis plus récemment, un organisme de formation. En fait, de base, on a créé un média qui partage beaucoup de bonnes pratiques dans le marketing, la vente, et on a décidé de le faire un peu évoluer, si je puis dire, et de proposer des formations, d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Je ne sais pas si je t'ai vraiment parlé de moi, je t'ai parlé de moi en tant que fondateur de Behind the Skills, mais c'est déjà pas mal. Ouais, de toute façon, on aura l'occasion d'approfondir. Comme on l'a dit, ça fait depuis plus de 2 ans qu'on se connaît et tu m'as démarché sur LinkedIn d'ailleurs. Alors, je me demandais la dernière fois parce que j'ai quand même un peu souvenir d'avoir peut-être vu ton profil sur Malte. Oui, ouais. Je crois que je t'avais peut-être vu. Après, c'est juste ma façon. J'ai un peu ce souvenir-là, même si 2 ans et demi avec ma mémoire de poisson. Mais je crois que j'avais vu ton profil sur Malte, mais comme tu sais, en faisant une recherche, pas mal de profils. Et du coup, moi, réflexe un peu LinkedIn, j'étais allé sur LinkedIn pour regarder un peu les profils des uns des autres et je me souviens encore, j'avais vu, je disais, elle a fait du contenu, elle a fait des belles perfs sur son contenu et tout. Et nous, on était vraiment là-dedans à ce moment-là, le média, création de contenu, comprendre les codes de LinkedIn parce qu'on est très présent sur ce réseau, comme tu le sais. Et j'avais dû t'envoyer un message sur LinkedIn. Ouais. C'est ça, je t'avais envoyé sur LinkedIn. Ouais, je m'en souviens encore. Du coup... c'est l'occasion d'approfondir ton parcours justement. Ouais. Et c'est marrant parce que tes débuts, en fait, c'était pas du tout dans le marketing. Tu étais en tant que business développeur dans une boîte. Voilà, la seule boîte où tu étais salarié, je crois. Ça, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui t'a donné envie d'aller dans le market? J'adore. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire, très bonne question. Pour remettre un peu de contexte, je me retrouve en études de commerce, un peu paumé, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie professionnelle et un actuel membre des Canuts du contenu, le groupe de créateurs de contenu lyonnais, Sylvain Tillon, avait à ce moment-là une start-up qui s'appelle Tilki
Et il m'a pris en stage dans le cadre de mon école, et il m'a un peu montré que j'étais capable de faire certaines choses. Et derrière, j'ai fait une alternance, j'ai passé 2 ans là-bas, ça a été un peu ma révélation entrepreneuriale. Tout ça pour dire, pour répondre à ta question, que j'y vais en business developer parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Pendant Tilki, honnêtement, je faisais plus des actions marketing que de vente. Enfin, je sentais que je prenais plus de plaisir sur tout ce qui est, par exemple, génération de leads, aller identifier des prospects ou autre. Et dès qu'on passait à la partie closing, j'étais déjà moins bon, même si ça s'apprend, mais surtout moins à l'aise. Et en fait, j'ai découvert l'intérêt pour le marketing, mais même d'un point de vue un peu plus macro, j'ai découvert une passion pour l'entrepreneuriat, quoi. Je voyais Sylvain et Tim, les 2 fondateurs. Ils avaient l'air d'avoir une vie de merde, et pourtant je me disais, moi je veux cette vie-là, parce qu'ils dormaient peu, ils géraient plein de trucs et tout. Ouais, c'est super bizarre. Ouais, non, mais il y a un côté, si on part sur le sujet entrepreneurial, il y a un côté un peu maso qui me plaît et que beaucoup d'entrepreneurs partagent. C'est qu'il faut pas être très sensé pour se dire, ouais, je vais monter une boîte, je sais pas si je vais me payer, je vais devoir payer des gens, je vais avoir des galères, je vais bosser plus que. Mais je te dis, moi j'ai vu ça comme alléluia, en me disant, ben voilà, c'est ça que je veux faire, et je me suis lancé. Et depuis 2020, tu as fondé Behind the Skills, justement, ouais. Et d'ailleurs Super Média et Super Agence de Prod et Super Formation aussi. Tu es associé à Paul, ton meilleur ami d'enfance, ouais. Et Stan, son petit frère. Ouais. Et comment est né Behind? Parce que de ce que j'ai compris, toi et Paul, vous sortiez d'expériences pro qui étaient un petit peu compliquées, et c'est après que vous avez amorcé le projet? Tu as bien fait tes recherches. Disons qu'il y a un contexte déjà. Il y a 4 ans, on s'en souvient tous, c'est confinement. On est en plein confinement. Moi, le contexte compliqué, c'est que on va dire que le confinement met fin à mon ancienne boîte. J'étais dans business dans l'art contemporain. On commençait à faire du chiffre d'affaires sur des événements. Événements, confinement, c'est 2 mots qui ne s'entendent pas très bien. Donc, fin d'une aventure entrepreneuriale de mon côté. Et Paul, effectivement, lui, était salarié dans une boîte, mais ça se passait pas très bien. Et donc, momentum, quoi. On avait du temps, on s'appelait beaucoup avec Paul. Donc, comme tu as dit, on se connaît depuis l'âge de 3 ans. On ne sait même plus depuis quand on se connaît. Et du coup, ça faisait des années qu'on parlait d'entrepreneuriat, et là, il y a eu le bon moment. On est tous les 2 dispo, et on a commencé à échanger sur ce qui est devenu le média. Au début, on a vraiment parlé du média. L'idée, c'était de se dire, tiens, le contenu vidéo, pour monter en compétence sur des sujets pro, on le trouvait un peu arriéré. Tu vois, à l'époque, c'était vraiment la fame, Combini, Brut, ces formats très courts, très snack. Et moi, je cite souvent l'exemple, sur LinkedIn, il y a un mec qui avait fait une vidéo pour monter en compétence tous les hacks un peu de LinkedIn de l'époque. 45 minutes, screencast, souris qui bouge tout doucement, voix monotone. Et en fait, je l'avais regardé en entier parce que j'avais besoin de ce contenu-là. Je me suis dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un truc un peu plus peps. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes ont accroché aux médias, le côté à la fois éducatif et divertissant, ce qui fait que vous maintenez l'attention jusqu'au bout, en fait. Et c'est ça aussi qui démarque pas mal la marque Behind the Skills, au final. Et du coup, vous avez commencé avec le média, mais à partir de quel moment vous vous êtes dit, on va plus faire ce pivot agence de production de vidéo? Honnêtement, un peu par opportunisme au début. On crée ce média, on a plein de projections, un modèle économique qui se projette sur le média en disant on va avoir une communauté, et qui dit communauté dit pouvoir se rémunérer là-dessus. Évidemment, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Le peu d'argent qu'on avait investi dans la boîte, qu'on avait en tout cas à investir dans la boîte, commençait un peu à fondre comme neige au soleil. Et là, je me souviens très bien, on était à Hachette avec Paul, donc nos anciens bureaux que tu connais bien. Et un vendredi, on avait commencé à partager les premières vidéos du média, parce qu'il fallait le temps de les produire et compagnie. Et tu as l'équipe de Hachette qui est venue nous voir et qui nous a dit écoutez, on a vu votre vidéo, on aime bien la vibe, et on a un partenaire et il lui faut ce genre de vidéo. Et là, on s'est regardé, on a dit, de toute façon, tu es là, tu commences à créer, ton métier via le média vidéo, c'est de produire de la vidéo, donc si tu produis pour les autres, tu peux que monter en compétence dans ton métier.
Et en fait, on a créé un peu le modèle économique de la boîte et cette deuxième activité à ce moment-là. Je me souviens qu'au moment où je suis arrivée, du coup, il y avait moins de personnes encore. Enfin, c'était encore les débuts. Enfin, il y avait quoi? Il y avait les monteurs-cadreurs, Justin, Aurélien, Paul Stan, Igor, qui était encore on là. Les embrasse tous. Et puis, il y avait Carla qui était arrivée au même moment que moi. Et petit à petit, la boîte a grandi. Et comment vous avez fait pour gérer une boîte qui grandit avec de nouvelles personnes? On l'a pas vraiment fait, honnêtement. C'est je pense qu'il faut savoir parler de ses échecs. Et moi, je le vois un peu comme un échec, la façon dont on a géré ça. Parce que déjà, c'est complexe de gérer de la croissance, alors, même si c'était une petite croissance. Et parce que aussi, on a, à mes yeux, été un peu gourmand. On a toujours baigné dans le monde un peu des startups, des SaaS, de certains modèles où tu réinvestis très vite ton argent, et je pense qu'on n'a pas assez pensé au modèle de l'agence où il faut faire attention parce que tu peux avoir des mois top et puis d'un coup moins de commandes. Alors, en plus sur la vidéo, il faut bien comprendre qu'un client qui te commande une vidéo, surtout quand tu fais des grosses productions, le temps de la produire, le temps qu'il la diffuse, il ne va pas revenir te voir le mois prochain en te disant « Allez, je t'en reprends une », ou du moins c'est assez rare quand même. Donc on l'a pas super bien géré pour moi. C'est pour ça que derrière on a dû faire d'autres choix qui allaient plutôt vers une décroissance RH. Mais pour pas parler uniquement de la partie échec, c'est tellement c'est jouissif, tu vois. Le moment, j'ai vraiment des souvenirs sur un tas quand on était entre 10 et 15 et qu'on arrivait tant bien que mal à créer des moments de cohésion entre tout le monde, à voir qu'il y avait plein de projets qui étaient gérés un peu par tout le monde. On a appris un peu sur le tard, et je pense beaucoup aidé par les outils aussi. Tu vois, on a mis en place vraiment des process via des outils comme Monday et autres. On a mis en place des chartes, tu vois. Le plus beau souvenir, si je dois donner un conseil là-dessus, c'est cette partie-là, tu vois, se dire très vite, ok, je suis plus tout seul, on n'est plus 2, on est 10, et il faut des chartes, il faut que tout le monde s'entende. Tu parlais des process, des chartes. Je me souviens que à chaque fois qu'il y avait des process qui étaient mis en place, c'est parce qu'il y avait une problématique du coup qui était rencontrée, et comme ça, les process, ça permettait d'aller au-dessus de ces problématiques. Enfin, justement, s'il y en avait d'autres pareils dans le futur, et ça a pas mal aidé justement. Dans cette gestion RH et même un petit peu de crise à certains moments, tout ça. Donc, je trouvais que c'était pas mal utile. Ouais. Et du coup, une petite question pour ceux qui aimeraient se lancer avec leurs proches, comment c'est d'entreprendre du coup avec son meilleur ami et son frère? C'est une vraie... Il y a un côté affaire de famille qui est marrant. Il faut bien comprendre que pour que tout le monde réalise un peu le contexte, c'est qu'au-delà d'être amis, on a vraiment grandi depuis la tendre enfance en étant voisins, avec une forme de jardin commun. Enfin, tu vois, c'est presque plus que de l'amitié. Du coup, évidemment, Paul, je connais Stan depuis aussi longtemps, même si c'est mon petit frère, donc on a cette relation tous les trois. C'est... ce que j'ai beaucoup aimé, enfin ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se dit tiens, je vais travailler avec quelqu'un, avec des personnes que je connais par cœur, et en fait il y a bien une chose qu'on n'avait pas fait ensemble, c'est bosser, tu vois. Donc tu connais toutes les facettes de la personne, mais tu connais pas sa facette professionnelle, et donc il y a clairement un temps de calibrage, mais un temps de calibrage qui peut créer des frustrations. Parfois ça monte dans les tours, puisqu'en fait, tu te dis, attends, je suis censé connaître la personne, mais là, je ne comprends pas comment il réagit. Et donc, il y a ce temps-là qu'il faut prendre en compte. Mais ce que j'ai trouvé aussi très agréable, c'est que tu peux te permettre de partir assez loin, je veux dire, avec les mots, de vraiment sortir ce que tu as, d'aller assez loin au clash au final, sans que ce soit irréversible, parce que tu as cette relation de la tendre enfance qui fait que voilà, il en faudrait plus pour rompre un lien. Ouais, justement, j'allais te poser cette question-là aussi, par rapport au fait, quand tu connais vraiment une personne, au final, c'est vrai que tu peux un petit peu plus te permettre de choses, d'être un petit peu plus direct, tu as moins peur aussi qu'il y ait des frictions, parce que tu sais comment l'autre va réagir, tout ça. Et
au quotidien. Du coup, j'imagine que parfois, c'est pas facile aussi dans les moments off de vraiment être full off. Du coup, il y a toujours le sujet du boulot qui arrive sur la table. Ouais, nous, j'avoue, mais nous, on aime bien. Honnêtement, je pense que je réponds au nom de Paul et moi, mais je le sens bien, nous, on est... Oh, ça se fait très naturellement. Il y en a toujours une grosse partie de notre relation depuis bien avant la boîte, c'était de parler d'entrepreneuriat. Donc là, on fait pareil, mais en plus, on parle de nos projets, d'idées. Parfois, on part sur des idées. Tu vois, vraiment comme tu pourrais avoir une discussion autour du canapé avec un pote. Et puis, on a des groupes de potes communs. Donc parfois, quand on se met un trop gros tunnel, on a toujours un pote qui débarque qui fait « Bon, les gars, vous arrêtez de parler boulot ». Et on arrive à le faire quand même. Et aujourd'hui, la boîte se dirige vers de la formation. Et qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans cette direction-là ? La motivation, c'était, je pense, là, on revient un peu à la genèse de la boîte. On crée un média très à cheval entre information et formation. On fait des vidéos tutos pour monter en compétences. Donc, il y a toujours eu cette envie de transmettre un savoir, de nous monter en compétences et d'aider les gens à faire pareil. Donc, en fait, c'était là depuis le début. Et là, tu vois, on vient mêler ça et on vient un peu le structurer, en fait, tout simplement. On veut pas... Aujourd'hui, le sujet, c'est pas d'arrêter la vidéo. Au contraire, on adore. Encore hier, on a fait un super tournage avec Lyon 3. C'est moi qui ai animé le format et je sors de la journée, je me dis, mais c'est trop bien de produire du contenu vidéo pour les autres. Donc, il y a cette complexité d'avoir l'agence de prod, de développer l'organisme de formation et de faire en sorte que les deux aient quand même une relation assez intime. Et l'entrepreneur, le marketeur, mais aussi l'homme que tu es aujourd'hui, a été marqué par un événement majeur de ta vie. Et je m'en souviens encore parce que tu avais fait un post à ce sujet-là avant même que tu m'aies contacté sur LinkedIn. Ah, tu l'avais vu? Ouais, je l'ai vu passer. Et c'était à propos du décès de ta petite sœur qui s'appelle Emma. Et aujourd'hui, toi et ta famille avez créé une association à son nom, donc l'association Emma, pour lui rendre hommage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce beau projet ? Ouais, merci déjà d'en parler. Je te l'avais dit, mais c'est trop rare des moments comme ça où je peux en parler dans un podcast. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Forcément, là, je sais plus trop quoi dire. Il y a de l'émotion qui rentre en compte. Mais en fait, donc pour remettre un peu de contexte, il y a 8 ans maintenant, ma petite sœur Emma, alors âgée de 11 ans, avait une myocardiopathie, une malformation de la aorte, mais qui devait pas l'empêcher de vivre. Et il s'avère qu'elle a fait un malaise cardiaque. Elle est décédée. Bref, il n'y a pas vraiment de mots autres que dans une surprise, et on était là, mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver, tu vois. Et une fois ce drame passé, ce que j'aime partager, c'est à quel point ma famille, donc je pense à ma belle-mère, mon père, mon petit frère Karl, mon grand frère Martin, à quel point on s'est soudés autour de ça et à quel point on a réussi à en faire une force. J'explique souvent, quand j'en parle avec des potes ou quoi, que quand un truc comme ça t'arrive, t'as un peu l'image que t'as juste en dessous de toi, très près, un espèce de trou noir, un truc qui t'appelle, et tu sens aussi une lumière, tu vois, que moi je matérialise via Emma, c'est mes croyances, tu vois. Et nous, on a vraiment réussi à faire le choix de la lumière. Et l'association Emma, on a un bon exemple, tu vois, elle a été créée vraiment dans la foulée, donc il y a maintenant 7 ans et 7-8 ans. Et en gros, on accompagne les parents, les enfants et leurs familles qui présentent des troubles de l'apprentissage scolaire. Alors, si tu as suivi l'histoire, rien à voir avec Emma, pour remettre un peu de contexte, en fait, au moment où le voyage de son décès, on était avec une famille d'amis dont un docteur qui est le parrain de l'asso, le docteur Olivier Revol, qui donnait une conférence sur justement les troubles de l'apprentissage
où Emma avait été captivée, elle était en 6e à l'époque, après la conférence, elle disait mais ça me fait penser à plein de mes amis, je comprends mieux, enfin certains dans ma classe qui sont un peu... Donc voilà, on s'est dit, c'était... Je sais pas, ça s'est fait naturellement, on se voyait pas aller sur des sujets liés à la myocardiopathie et tout, bref, c'est assez naturellement, le docteur Revol voulait créer une asso autour de ça, donc tout s'est fait, et là aujourd'hui, c'est incroyable, super. On donne des conférences, des dizaines de conférences par an. Dernièrement, on a accompagné une équipe de théâtre qui faisait un stage pour des jeunes enfants qui sont neuroatypiques avec une pièce de théâtre en fin d'année. Enfin, c'est des moments et plus ça va, plus tu vois, on s'éloigne de ce fameux tourbillon dont je te parlais, on tend vers la lumière, donc c'est cool. Et justement, j'allais te poser la question sur les actions que vous avez mises en place dans le cadre de cet asso. Alors, je sais qu'une fois par an, tu te rends aussi à Saint-Barthélemy pour aussi lui rendre hommage et mener des actions dans le cadre de cet asso. C'est ça, ouais. En fait, l'accident s'est passé à Saint-Barth, donc l'enfer au paradis, sur une des plus belles plages du monde. Enfin, il y a plein de choses. Et Emma nous a déposé dans ce fardeau-là un espèce de petit paradis sur Terre. Bref, je pourrais aller assez loin d'un point de vue spirituel, mais dans ce malheur-là, on se retrouve chaque année subventionné par la collectivité de Saint-Barth, qui a une implication dingue là-dedans, à venir une semaine autour de la date du décès d'Emma pour donner des conférences, donner des consultations gratuites. Il faut bien comprendre que Saint-Barthélemy, c'est une île, donc à partir du moment où c'est insulaire, c'est très compliqué d'avoir accès à certaines médecines. Et nous, effectivement, c'est un pèlerinage. Les premières années, on y allait, c'était très dur d'y aller forcément. Ouais, j'imagine. Et là, depuis... C'était vraiment, ça l'a fait il y a 2 ans et ça a commencé il y a 2 ans et cette année c'était vraiment l'apothéose. On a inversé le truc et j'ai trop hâte d'être en avril prochain pour vivre ce moment-là parce que c'est un pèlerinage, un moment qui est assez dur à décrire mais qui nous fait beaucoup de bien. Ouais. Et puis une belle façon de se remémorer d'elle au final et de poursuivre justement ce qu'elle aurait aimé faire de son vivant. Moi je trouve que c'est très très beau de lui avoir rendu hommage de cette façon. Ouais. Tu vois, par rapport à ça, elle disait, c'est marrant, elle voulait être médecin du cœur ou du ventre. Elle disait médecin du cœur ou du ventre, et ça nous parlait. Et le jour, donc le 23 avril, on a un rituel, on va sur la plage des Flamands, là où elle a eu son accident, et on reste 1 heure, et au début, on dessinait un cœur dans le sable la première année, puis l'année après, un cœur avec Emma, puis l'année encore après, puis maintenant, on fait vraiment, honnêtement, en toute modestie, des œuvres d'art. On va chercher des fleurs, des plantes, des cailloux, je te montrerai une photo à l'occasion, mais il y a un vrai moment autour de ça, et pour lui rendre hommage, exactement comme tu disais. Ouais. Et tu avais aussi représenté l'association Emma durant la 2e édition de la Linker House. Yes. Voilà, on salue tous les participants. Ouais. Et on se souvient du beau geste de Shirian Keder, qui avait partagé avec toi les gains. Du coup. Ouais, Chichi, qu'on peut encore remercier. Enfin, même pas remercier. Moi, à chaque fois que je reparle de cette histoire, j'ai des frissons. On se retrouve donc, contexte de Linker House, des créateurs de contenu qui sont un week-end dans une maison, qui représentent une association et qui peuvent gagner 3 000 € de mémoire pour l'association, suivant les performances qu'ils font sur LinkedIn, pour faire simple, pour remettre le contexte. Évidemment, j'étais très heureux d'être là, mais le petit poussé du truc, bref. Donc loin, je me souviens même plus du classement, mais à la fin du week-end, il y a toute une annonce, une cérémonie. La vidéo est dispo évidemment sur LinkedIn. Et au moment d'annoncer les gagnants, donc Shirian qu'on peut encore féliciter, l'annonce est gagnante. Et vraiment, alors, pour le coup, je le jure, sans avoir prévenu personne, même pas l'équipe organisatrice, en live nous dit j'aimerais bien partager mes gains si possible avec l'assaut de Victor, puisque ça l'avait beaucoup touché. Donc s'en est suivi un moment assez intense, et ouais, c'était
C'était beau. Bon, ouais, c'est ces moments, on se nourrit de ces moments-là, ouais, c'est clair. Alors, on va un petit peu plus se recentrer sur ton expertise. Tu es marketeur depuis un bon paquet d'années, mais tu as surtout une spécialisation en ads et surtout LinkedIn Ads, où tu performes pas mal. Je vais en prendre aussi, ça me donne envie de siroter un peu. Donc, pour les personnes qui sont comme moi et qui ne s'y connaissent pas du tout en ads et en LinkedIn Ads, quels sont pour toi les piliers les plus importants quand tu veux construire une strat performante? Aucune idée. T'imagines? Alors là, tu m'en poses une colle. Ouais, en fait, c'est assez étonnant, mais j'ai développé une espèce de plus en plus de passion pour LinkedIn Ads. C'est-à-dire que tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est très généraliste et j'adore, tu vois, le côté couteau suisse. Et j'avais besoin un peu de me garder, d'avancer sur un truc très opérationnel, mais je pense que, en tout cas dans ma situation, compliqué de continuer à s'intéresser aux social ads même en général, parce que tu as plein d'autres trucs à gérer. Et tu vois, en choisissant petit à petit, je trouve que LinkedIn et LinkedIn Ads, en fait, il y a plein déjà d'idées reçues. Moi, je me bats contre les LinkedIn Ads, c'est cher. C'est cher si on compare les résultats de la majorité des boîtes, mais la majorité des boîtes font mal de la pub sur cette régie, selon moi. Et ceci étant dit, effectivement, je découpe en 3 piliers pour essayer de simplifier. Et les ads sont vraiment toutes les régies publicitaires, il faut les voir comme ça. Tu as l'objectif, l'audience, la publicité. Okay. C'est rien de bien, mais à partir du moment où on a Sandra, et là-dedans, évidemment, qu'il y a plein de tips. Il y a personnellement 6 ans d'expérience de test pour toujours améliorer le truc. Mais si en amont, tu définis bien ton ou tes objectifs en étant bien clair avec mais est-ce que c'est ça que je veux à la fin? Est-ce que j'ai assez de budget pour le faire aussi? Je sais qu'on va en parler. L'audience, et là, il y a plein de types d'audience, il faut tous les connaître. Que ce soit une audience par ciblage avancé, que ce soit des audiences look-alike pour utiliser un peu des termes clés, mais il faut vraiment être conscient de tout ça. Et la publicité, pour moi, sans doute la partie la plus importante. La créa publicitaire. Il faut bien comprendre que sur les réseaux sociaux, je crois que le temps de l'attention, il est de 3 secondes. Mais une pub, c'est intrusif, même sur les réseaux. Donc si votre créa, elle est banale, elle n'est pas réfléchie, vous pensez vraiment que quelqu'un qui ne vous connaît pas va vous donner du temps ou de l'importance. Donc il faut être très créatif. Ouais. Et on va parler en effet moula et pépette. C'est quoi un bon budget pour les LinkedIn Ads? Alors je sais que ça peut varier selon les campagnes, mais du coup, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de budget sans forcément fixer de montant précis parce que ça peut varier, mais c'est quoi les paramètres à prendre en compte quand tu définis un budget? Ouais. LinkedIn Ads, tu peux faire de la publicité à partir de 10 € par jour. C'est le minimum que te permet la plateforme. Maintenant, ce n'est pas ce que je vais recommander parce que forcément, l'Ads, c'est un principe d'enchère. Okay, pour bien comprendre le truc, c'est que je crée une publicité, je ne suis jamais le seul à vouloir toucher mon audience. Il y a d'autres boîtes qui veulent la toucher. Et LinkedIn, du coup, va plus ou moins pousser votre créa. Parce que, encore une fois, pour expliquer, pour bien comprendre, tu ouvres LinkedIn, tu scrolles, tu fais partie de cette audience-là. Il y a peut-être 5 boîtes en attente qui attendaient que tu ouvres LinkedIn pour te pousser une pub. LinkedIn ne peut pas te mettre 4 pubs de suite, sinon on partirait tous. Donc, c'est à ce moment-là que si toi, tu es à 10 € et que les copains concurrents, ils sont à 50 € au jour, ta pub, elle va pas être priorisée sur ce qu'on va appeler les stars de l'audience. Tu vois. Donc, faut vraiment faire attention à ça parce que parfois, j'ai vu des campagnes qui, à cause de budget, ne perfait pas. Donc, vu qu'elle ne perfent pas, on se dit, bon, c'est l'audience, c'est la créa, c'est machin. Alors que dalle, c'est juste une question de plafond. Donc, il faut faire des tests, pas être avare sur le budget, quitte à faire des campagnes plus courtes. Moi, honnêtement, sur LinkedIn, je recommande, surtout pour tester, d'y aller à 100 € jour. Alors là, parfois, on me dit, bah, du coup, tu as dit que c'était pas cher. Attention, 100 € jour, tu peux déjà en une semaine, donc en 700 € d'investissement, ce qui n'est pas énorme si tu veux commencer à faire de l'ADS, avoir vraiment des indicateurs et te dire, ok, là, ma publicité, elle fonctionne. Est-ce qu'elle va être héroïste? Si elle est héroïste, tu dépenses 3 000 € par mois, tu t'en fiches puisque tu gagnes de l'argent à la fin. Et puis surtout,
tu viens calibrer derrière et dire ok, bon, ben là je vais voir si je la passe à 50 € au jour. Si elle performe toujours, c'est bien. Tu la passes à 30, elle performe plus. Bon, bah tu as un peu ton seuil de budget. Mais voilà, pas hésiter à aller un peu haut au début. Et je crois qu'il y a des tactiques un petit peu obscures aussi sur LinkedIn, comme changer sa localisation, parce qu'apparemment ça peut avoir une influence sur le budget. Alors, je ne sais pas si tu peux nous dévoiler quelques tactiques et nous dire aussi si c'est recommandé ou non. Moi, j'avoue que les trucs sur de l'ADS, le côté un peu pirate, c'est que ça se fait beaucoup sur les régies Google aussi pour YouTube, d'aller changer sa loc pour... Ouais, peut-être, je dis pas fais-le, le fais pas, je dis juste que la réussite d'une campagne, elle n'est pas là. Ça, c'est un peu j'appelle ça des tricks de magicien et c'est le truc si à la fin c'est de dire ah ouais, je paye un peu moins cher mon impression, mon coût par mille il est plus bas, tout petit peu plus bas parce que j'ai fait tel hack. Moi, je suis pas, je pense vraiment qu'il faut se dire ok, comment une campagne peut performer aujourd'hui. Repartir de son objectif, je vais citer un exemple concret, un objectif qui est beaucoup demandé sur LinkedIn, c'est de générer des leads. Okay. Là, j'ai accompagné plein de boîtes qui me disaient je veux générer des leads, voilà une vidéo de mon offre et il faudrait les renvoyer sur le formulaire de mon site. J'ai un super beau formulaire où je leur demande 150 informations et il faut me générer des leads. J'ai vraiment eu des cas avec des profils têtus en face. J'ai dit pas de problème, je vous le dis, la campagne, votre lead va vous coûter des centaines d'euros. En test, c'est ce qui se passait. On faisait ça. Et derrière, j'arrivais avec certains à leur dire bon, si vous voulez maintenant faire à ma manière, et je rassure, hein, parfois ils voulaient bien faire à ma manière directe, le give to get, comme ils disent les Américains, tu vois, de dire ok, tu demandes à quelqu'un, tu dis à quelqu'un je veux que tu me donnes ton mail, voire ton numéro de téléphone, et moi je te montre une vidéo de mon offre. Alors peut-être que tu as la meilleure offre du monde, ça peut fonctionner, mais il y a un moment. Tu veux que je te donne mon mail, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Le livre blanc est un très bon exemple. Aujourd'hui, il faut peut-être aller un peu plus loin parce que ça se fait de plus en plus, mais vraiment avoir ça en tête et après, je me répète un peu, bosser sur ses créas, tester plein de créas, être vachement comment je sors du lot, faire des choses qui ne se font pas sur son marché. Et déjà, ces deux tips, enfin c'est pas des tips tu vois, mais vaut mieux réfléchir comme ça que de dire ok le petit tips qui, voilà, maintenant très concrètement il y a deux trucs très actionnables que j'ai en tête que je vois trop souvent. Quand vous faites une campagne LinkedIn Ads, nativement vous avez un bouton qui est coché expansion de l'audience, vous le décochez, même les équipes LinkedIn disent de le décocher puisque sinon il va aller chercher des gens qui sont plus dans votre cible, ça va pas du tout. Et puis, il y a un sujet sur le choix de la langue, anglais, français, où on a tendance à mettre français si on veut toucher des profils français, mais du coup, on s'enlève tous les Français qui mettent leur LinkedIn en anglais, et vous pourrez regarder dans les estimations d'audience, ça fait plusieurs milliers de personnes. Donc voilà, mais tu vois, encore une fois, ça c'est des tips, c'est pas ça qui fait la réussite de ta campagne. Et quels sont les formats qui marchent le mieux en termes de LinkedIn Ads? Vidéo, carousel, images simples? Je te fais une réponse en rapport avec mes origines suisses, mais il n'y a pas de... Ça va dépendre de l'objectif, tu vois, forcément. Après, pour te donner un peu... Là, de plus en plus, on voit quand même que la vidéo, sans surprise, prend une place super intéressante pour tous les objectifs. Alors déjà, sur des objectifs haut de funnel, type notoriété, vidéo à fond. Pourquoi? Parce que au-delà du fait que la vidéo, si elle est bien faite, retient l'attention, la vidéo, elle va vous permettre de créer des audiences, des personnes vraiment intéressées. Parce que LinkedIn peut très bien traquer le temps qu'une personne passe sur la vidéo. Et avec ça, vous pouvez recréer des audiences qu'on appelle de retargeting. Donc en haut de funnel, vidéo et rien d'autre. Honnêtement, ou sinon ne faites pas de campagne haut de funnel. Si on descend plus bas dans le funnel et qu'on veut générer des leads, ouais, c'est sûr qu'une vidéo, et là, il faut vraiment s'inspirer des codes TikTok qui retiennent l'attention sur les 2-3 premières secondes. Les plus gros taux de clics que j'ai vus, qui atteignaient 2, 3, 4%, voire plus, c'était sur du contenu vidéo, ce qui est plus compliqué à faire sur du visuel fixe. Ouais. Et en termes de texte ou d'accroche, est-ce qu'on va se rapprocher des posts
classiques, du coup, les posts en organique. Est-ce que, du coup, il y a le même mécanisme en termes de déroulé, tu vois ce que je veux dire. Je m'exprime peut-être un petit peu mal, mais en termes de framework, voilà, c'était le mot que je cherchais. Est-ce que ça va être similaire ou alors est-ce qu'il y aura des codes assez spécifiques pour LinkedIn Ads, genre un texte plus court, t'es pas obligé d'envoyer du pâté dès le début, etc. Ouais, j'ai compris. Typiquement, une différence, l'accroche, par exemple, l'accroche a vocation à être beaucoup plus courte sur de l'Ads. On recommande même d'éviter que le texte soit long au point d'avoir un lire la suite, tu sais, le fameux lire la suite qui, en organique, voire plus, pardon, mais en organique, on sait que c'est super important, c'est l'accroche, et l'accroche doit donner envie de cliquer sur voir plus pour que la personne passe assez de temps sur le post pour donner l'info à l'algorithme que le post vaut le coup et du coup se pousser en organique. Sur de l'Ads, étant donné que tu payes, je dis pas que ça rentre pas en compte, les pubs sont quand même notées pour leur qualité, mais le voir plus peut sortir ton prospect de l'objectif premier. Alors, il y a toujours des moyens de détourner. Si tu veux renvoyer par exemple vers un site, de rajouter un lien dans l'accroche, de faire des choses comme ça, mais je trouve que c'est pas des bonnes pratiques. Il faut vraiment se dire, ok, ma créa, elle est là pour arrêter l'attention et éveiller la curiosité. Je dirais, et il y a un CTA, il faut que la personne elle clique, là où un post en organique, à mes yeux, à mon sens, elle est plus là pour vraiment que la personne retienne ton existence, que tu deviennes top of mind, donc tu peux apporter de la valeur, tu peux aller plus loin. Et pour clôturer cet épisode de Marketing Pilot, qu'est-ce qui fait qu'une campagne Ads va convertir efficacement ? Là aussi, dur de répondre brièvement. Je vais rabâcher un peu les 3 piliers, mais être sûr de son objectif, un truc que j'ai pas dit par exemple, c'est d'avoir une réflexion in-app de plus en plus, donc à l'intérieur de l'écosystème de LinkedIn, bien comprendre qu'à chaque fois que dans votre campagne vous voulez faire partir l'utilisateur de LinkedIn, il y a de la friction qui est de plus en plus énorme, on arrive même de moins en moins à traquer ce qui se passe, donc allez, pour pas me répéter, je parlerai vraiment de ce conseil et d'arrêter de... Je comprends, on a un beau site web, on a investi sur un truc, on dit non mais je veux les envoyer vers mon site. Ouais, mais il y a de la friction, c'est pas sur de l'Ads que ça doit se faire. Moi, l'Ads aujourd'hui, je le vois comme un moyen, mais si c'est bien utilisé, incroyable pour récupérer des mails et sur LinkedIn, des mails ultra qualifiés. Et après, utiliser des trucs gratos ou presque comme le mail, du funnel, et là pour le coup vous pouvez renvoyer vers votre site, vous pouvez nurturer comme on dit pour vraiment apporter plus de valeur, mais faites attention à pas aller trop vite en besogne. Merci beaucoup Victor d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était super intéressant de connaître du coup un petit peu plus en profondeur le marketeur que tu es aujourd'hui, ton parcours et puis même quelques coulisses par rapport à tes différents projets. Vas-y, cite-nous tes canaux sur lesquels on peut te retrouver. Ouais, déjà merci MF, trop cool, puis plaisir de faire ce podcast, qui plus est avec toi qui en plus connaît par cœur Behind, et je suis trop content que tu aies pu le lancer. Et pour parler des réseaux, beaucoup LinkedIn, on l'aura compris, évidemment YouTube, allez à fond sur le YouTube, je le dis pas pour moi, mais vraiment parce qu'il doit y avoir maintenant au moins 200 vidéos qui vous apportent plein de valeur gratuitement. Et puis on se retrouve aussi sur Instagram et TikTok, où on est un peu plus calme, mais on y est quand même. Et évidemment une newsletter aussi, bref, plein de trucs quoi. Et du coup, on se redit à bientôt pour un prochain épisode de Marketing Pilot. Super, ciao. let's go.